Kotova qui va être consacrée au bon usage des antifibrinolytiques. Après ces petits problèmes techniques, on devrait pouvoir commencer. Et donc on va commencer justement par un peu de physiopathologie ou de physiologie. Et on va demander donc à Nadine Hagenberg de Paris de nous faire sa présentation. Merci. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de retravailler sur la fibrinolyse, puisque je suis donc hémostasienne à Paris. Un grand merci à Sophie Provencher parce que c'est un sujet qui est extrêmement intéressant. Donc moi je vais essayer de vous parler de la physiologie de la fibrinolyse et aussi bien sûr appliquée à la chirurgie cardiaque. Alors, tout d'abord, un petit rappel que vous connaissez bien avec moi sur le risque hémorragique et la chirurgie cardiaque, et en particulier les mécanismes liés à la fibrinolyse, puisque c'est quand même une des complications les plus fréquentes, ce risque hémorragique, avec des éléments externes qui peuvent favoriser cette fibrinolyse sur lesquels on va revenir, la surface artificielle, avec essentiellement le circuit de CEC, mais aussi les canules de récupération, l'hypothermie et l'héparine, pour laquelle je vais en dire un mot, qui favorise donc cette fibrinolyse. Bien évidemment, la fibrinolyse ne peut avoir lieu que s'il y a activation de la coagulation, ce qui est le cas dans la chirurgie cardiaque, et on va y revenir un petit peu plus en détail. Donc cette fibrinolyse est responsable d'un saignement, enfin peut s'associer à un saignement, et l'héparine contribue également bien sûr au risque hémorragique. Alors, en physiologie, la fibrinolyse, comment ça marche? Donc, comme je vous l'ai dit, il faut ce réseau de fibrine pour que la fibrinolyse ait lieu. L'enzyme clé est donc la plasmine, qui va permettre la dégradation de ce caillot de fibrine en produit de dégradation soluble et un marqueur qui est vraiment spécifique de la fibrinolyse, que sont les dédimères. Et la plasmine est formée, en fait, grâce à des activateurs, un activateur en particulier, l'activateur tissulaire du plasminogène, donc le TPA, et ce TPA est libéré à partir des cellules endothéliales. Mais vous voyez aussi qu'il y a son inhibiteur qui s'appelle le PAI-1, plasminogène activateur inhibitor, qui est également sécrété par les cellules endothéliales. Et lorsque tout va bien, en gros, enfin en tous les cas, quand il y a simplement une activation endothéliale, il y a formation de complexes entre le PAI-1 et le TPA, de façon extrêmement importante, parce que la sécrétion de TPA est plus importante que celle de PAI-1 est plus importante que celle de TPA. Donc il y a très peu de TPA libre et tout est complexé au PAI-1. Dès qu'il y a formation de fibrine, l'affinité du TPA pour la fibrine est extrêmement importante et plus importante que celle pour le PAI. Donc le TPA va venir sur ce caillot de fibrine et permettre l'activation du plasminogène en plasmine. Il existe bien sûr des inhibiteurs aussi au niveau d'autres inhibiteurs, au niveau de la plasmine, l'alpha-2 antiplasmine, qui elle ne va pouvoir complexer que la plasmine libre, et puis un autre inhibiteur qui s'appelle le TAFI pour thrombine activatable fibrinolysis inhibitor, qui lui, donc comme son nom l'indique, est activé par la thrombine, mais aussi par la thrombomoduline qui est fixée donc au niveau des cellules endothéliales. Et le TAFI, lui, va empêcher, en fait, va se fixer sur la fibrine en cours de dégradation et va empêcher l'activation du plasminogène en plasmine. Il y existe donc d'autres éléments qui interviennent dans cette fibrinolyse, et je vous ai dit, en fait, les surfaces chargées négativement, et en particulier le circuit de CEC, qui est capable d'activer le facteur 12A. Et ce facteur 12A, en fait, a un rôle important dans la fibrinolyse, d'une part en permettant, par l'intermédiaire de la calcréine, la libération à partir de la cellule endothéliale d'activateurs tissulaires du plasminogène. Il va aussi favoriser l'activation la libération du plasminogène et inhiber le PAI-1, donc favorisé par ce biais-là la fibrinolyse. L'héparine a été montrée comme favorisant également la fibrinolyse. Alors j'ai retrouvé un papier qui l'avait en évidence et qui est souvent cité après, mais par contre le mécanisme d'action n'est pas évident. C'est une étude réalisée en fait chez 55 patients qui a montré que l'héparine augmentait à la fois le taux de plasmine et les dédimères chez ces patients-là, des patients qui avaient bien sûr
qui allait avoir une CEC avec des fortes doses d'héparine. On sait que l'héparine active les plaquettes, et donc ce papier montre aussi que ça peut activer la fibrinolyse par l'augmentation de ces deux paramètres-là. Maintenant, qu'en est-il vraiment au cours de la CEC? Et j'ai retrouvé ce papier qui a été, cette étude qui a été également montrée, dont les résultats ont été confirmés par d'autres études, pour montrer vraiment les mécanismes d'activation de la coagulation et de la fibrinolyse au cours de la CEC. Dans cette étude, ils ont mesuré en fait le taux de génération de thrombine au cours de la CEC, le taux de sécrétion de TPA et de son inhibiteur, le PAI-1. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de base, ils ont montré que la sécrétion de PAI-1 était beaucoup plus importante que celle du TPA, ce qui permettait la formation de complexes entre PAI-1 et TPA, et donc très peu de TPA libre. Vous voyez qu'ils l'ont estimé à 7%. 5 minutes après le départ de CEC, vous voyez que la génération de thrombine est multipliée par un facteur 5 par rapport à l'état basal. Celle de la sécrétion de TPA est également augmentée d'un facteur 6. Par contre, son inhibiteur, le PAI-1, lui reste à un niveau basal. Donc dans ce cas-là, évidemment, les complexes sont moins formés, il y a plus de TPA libre, et vous voyez qu'il est estimé à 33%, donc il y a une forte augmentation de ce TPA libre. En fin de CEC, par contre, la génération de thrombine diminue, donc le pouvoir procoagulant est diminué, la sécrétion de TPA est identique, et on commence à avoir une petite augmentation de sécrétion de PAI qui se traduit par une diminution du TPA libre. Et 2 heures après la CEC, la génération de thrombine reste toujours dans le même niveau, un petit peu augmenté par rapport à l'état basal, mais pas très élevé. La sécrétion de TPA, idem, et on voit une augmentation extrêmement importante du taux de sécrétion de PAI multiplié par 15. Donc le TPA libre est de nouveau, lui, présent à une concentration extrêmement faible, puisque complexé avec son inhibiteur, le PAI-1. Donc ce papier montre que, effectivement, au cours de la CEC, on a une activation de la coagulation et de la fibrinolyse qui pourrait être donc responsable de se favoriser le risque hémorragique. Par contre, plutôt une inhibition de cette fibrinolyse en post-CEC avec un potentiel risque thrombotique. Alors, comment explorer cette fibrinolyse? Eh bien, les outils biologiques les plus utilisés aujourd'hui et qu'on voit dans la littérature, ce sont les appareils de biologie délocalisée. Donc je vous ai fait un petit rappel sur ces appareils en vous décrivant le principe, en vous expliquant très simplement le principe de la thromboélastographie, puisque c'est ce principe qui est utilisé aussi bien par l'Eurothème que par le TEC. Et en fait, l'idée, c'est d'évaluer la viscoélasticité du caillot, donc en étudiant à la fois son pouvoir à former le caillot, mais aussi à le dissoudre, ce qui permet d'étudier la fibrinolyse, à partir de sang total, donc qui est prélevé sur citrate. Donc c'est vraiment une approche globale. Et vous voyez que c'est un test qui est plutôt ancien, puisque les premières études datent de 1948, avec ce type d'automate qui a un petit peu évolué sur le plan de l'automatisation, mais dont le principe reste le même. Et donc le principe est le suivant. Pour l'Eurothème, on a une cuve dans laquelle on place le sang, ce qu'ils appellent une goupille qui va tourner selon un axe de rotation qui, vous voyez, de plus ou moins 4,75 degrés. Et l'oscillation de cette goupille va permettre de déterminer en fait les propriétés viscoélastiques du caillot, puisqu'on rajoute un activateur et au bout d'un certain temps, ce caillot va se former. Et on va pouvoir enregistrer ces propriétés grâce à une détection optique, et à la fois donc les propriétés liées à la formation du caillot, mais aussi encore une fois sa dissolution. Le TEC, lui, a un principe identique. La seule différence, c'est que ce n'est pas la goupille interne qui va tourner, mais là, c'est la cupule dans laquelle on met le sang qui tourne, et vous voyez, avec un axe un tout petit peu différent. Et la détection est également électromécanique, et donc pas optique. Je vous ai représenté les variables qu'on pouvait mesurer par l'Eurothème, et qui permettent, en fait, donc là vous voyez un thromboélastogramme classique, et qui permettent de mesurer ces propriétés viscoélastiques du caillot. Alors d'abord, on a ce qu'on appelle le clot time, c'est l'initiation de la coagulation, qui va plutôt étudier les facteurs de la coagulation et les plaquettes. Le temps moyen de ce clot time, c'est à peu près 10 minutes.
Ensuite, on a l'angle alpha qui est utilisé pour mesurer la vitesse de formation du caillou. Et puis, ce qu'on appelle le cloud formation time, qui lui va plutôt, donc en fait c'est une mesure qui évalue à la fois la thrombine et le fibrinogène. Ensuite, il y a ici le maximal cloud formation qui apparaît en général chez un sujet normal au bout de 30 minutes, qui va évaluer à la fois les plaquettes, le fibrinogène, le facteur 13, la polymérisation de la fibrine. Et enfin, la fibrinolyse, donc c'est la dissolution évidemment du caillot avec ce système fibrinolytique qu'on peut mesurer à 60 minutes en général. Ici sont représentés donc justement des diagrammes que l'on observe, des images que l'on observe à partir du ROTEM, pour une hémostase normale. Et c'était juste là pour vous montrer les différents. Donc on a 4 canaux qu'on peut utiliser en même temps, contrairement au TEG où on ne peut utiliser que 2 dosages en même temps. Et là, vous voyez sur ce ROTEM, donc dans le cas de ce qu'on appelle l'extème, on rajoute du facteur tissulaire. Donc c'est pour vous montrer qu'en fait on va plutôt explorer, comme on a du sang total, à la fois toute la coagulation plus les plaquettes. Dans l'INTEM, on rajoute du kaolin, donc on va explorer plutôt les facteurs de la voie endogène. Et le FICTEM, on a à la fois du facteur tissulaire et de la cytocalasine D qui va donc neutraliser en fait les plaquettes, qui est un inhibiteur plaquettaire. Donc là, on va avoir plutôt un reflet du fibrinogène fonctionnel. Et l'intérêt de ce dernier, de ce LabTEM, c'est on rajoute en fait au facteur tissulaire de la protéine. Donc en fait, on compare ces deux images-là obtenues, à l'extème et l'aptème, pour déterminer si la fibrinolyse est normale. Donc oui, j'ai oublié de vous dire que si évidemment l'extème et le FICTEM sont normaux, puisque dans un cas on neutralise les plaquettes, on peut dire qu'il n'y a pas d'anomalie fonctionnelle plaquettaire si ces deux tests sont normaux. Maintenant, dans le sujet qui nous intéresse un petit peu plus, ici vous voyez un profil anormal, on voit bien la différence du profil obtenu. Là, c'est vraiment caricatural, avec cette perte ici de queue qu'on avait tout à l'heure. Et en fait, ce qui est flagrant aussi, c'est que vous avez des images complètement différentes entre l'extème et l'aptème. Je vous rappelle que l'aptème, on a rajouté de la protéine, donc évidemment, on a inhibé la fibrinolyse. Et dans ce cas-là, c'est vraiment le témoin de l'hyperfibrinolyse qui est présente chez ce patient-là. On peut voir aussi ici que le fibrinogène est probablement en quantité anormale, voire une polymérisation sans doute aussi anormale. Alors, quel est l'intérêt de ces dispositifs, TEG et ROTEM, par rapport à la biologie visuelle pour évaluer les patients à risque de transfusion massive? J'ai repris l'étude de la Cochrane parce que depuis, finalement, j'ai essayé de voir s'il y avait des nouvelles études et il n'y en a pas tant que ça qui ont été faites dans ces conditions-là, dans celles qui ont été sélectionnées par la Cochrane, parce que leur but était quand même de sélectionner, il y en a eu énormément, mais des études qui étaient randomisées, avec bien sûr le TEG et le ROTEM comme outil, et surtout un algorithme pour déterminer les transfusions qui allaient être faites, et puis un groupe contrôle donc, qui soit bien fait, et d'autre part un suivi aussi suffisant. Donc ils étaient partis je crois qu'en tout il y a pas loin de 20 études, mais finalement ils n'ont pu en sélectionner 8 sur ces critères-là. Et vous voyez, bon, ils l'ont poulé avec la transplantation hépatique, mais finalement ce qu'on observe, c'est que quand on regarde l'intérêt de ces tests sur les pertes sanguines, on voit qu'il y a un bénéfice significatif. Alors, le bénéfice, c'est une réduction des pertes sanguines de 85 millilitres. Donc, on est super content. Je pense que voilà, la question se pose du bénéfice réel, mais peut-être qu'on en discutera après dans votre expérience de l'utilisation du TEG et du ROTEM. Mais voilà les données qui, à mon avis, sont intéressantes aussi à utiliser. Et puis, il y a quelque chose quand même qui me semble extrêmement intéressant, c'est finalement l'utilisation des algorithmes transfusionnels. Alors, évidemment, puisque ces études ont été réalisées dans le cadre de l'utilisation du TEG et du ROTEM, elles sont basées, l'algorithme est basé sur ces résultats-là.
Et vous voyez que dans ce cas, les bénéfices sont extrêmement importants puisque sur le pourcentage de PFC perfusés chez les patients qui ont eu un monitorage avec le TEG, on diminue d'un facteur 3 par rapport au groupe contrôle. De même, les concentrés plaquettaires sont pratiquement 2 fois moins importants, enfin donnés dans le groupe qui a eu l'algorithme basé sur le TEG. Un autre point, une autre question qu'on peut se poser, finalement, est-ce que ce TEG et ce Rotem sont mieux que les tests de coagulation usuels? Dans les études que j'ai pu retrouver, on trouve une très bonne corrélation entre le fibrinogène, le taux de fibrinogène mesuré classiquement au laboratoire d'hémostase par la technique de Von Floss, et le Rotem. Alors, beaucoup d'études ont été faites chez polytraumatisés, dans les hémorragies du postpartum aussi, et quelques-unes en chirurgie cardiaque. Et on a cette bonne corrélation entre un des paramètres, donc du Rotem, et ce taux de fibrinogène. Vous voyez que la corrélation est très bonne. Et il y a des études qui ont bien montré aussi que ça permettait donc de déterminer le risque, enfin l'utilisation du fibrinogène permettait de déterminer aussi le risque hémorragique. Par contre, il n'y a pas de corrélation, ou beaucoup moins bonne, entre le TCA, le temps de quick et les paramètres du Rotem ou du TEG. Donc si on résume cette partie sur l'intérêt du TEG et du Rotem au bloc opératoire, je sais que dans beaucoup d'endroits il est utilisé, mais finalement je pense que le niveau de preuve est encore faible. Je crois qu'il a un très grand intérêt pour dépister les hypofibrinogénémies, qui peuvent être un paramètre extrêmement important, pour déterminer les besoins, enfin, pour déterminer le risque hémorragique. Alors, je pense aussi que dans les laboratoires où on peut vous le rendre en moins de 30 minutes, je ne suis pas sûre que le Rotem ou le TEG apporte un bénéfice supplémentaire, puisqu'il faut quand même normalement 15 minutes de repos au sang total avant de le mettre dans l'appareil, et donc plus 15 ou 20 minutes d'analyse. Donc globalement, on arrive aux 30 minutes délai nécessaire, par exemple, nous à Bichat, pour vous rendre en urgence un résultat, mais réalisable. Le bénéfice est surtout, à mon avis, de l'algorithme, et ça n'a pas été prouvé, uniquement l'algorithme, parce que en fait, la plupart des études, c'est algorithme et TEG ou Rotem, mais peut-être que certaines... Alors, j'ai vu quelques études qui commençaient à se faire, et je pense que c'est vraiment cette décision standardisée avec un algorithme très précis qui peut aider. L'autre bémol par rapport à l'algorithme utilisé pour le TEG et le Rotem, c'est aussi que souvent c'est très compliqué, parce qu'il y a beaucoup de paramètres, donc peut-être simplifier en tous les cas ces algorithmes et faire des études pour valider des algorithmes peut-être un peu plus simplifiés. Sur les études que j'ai pu voir, moi, il ne me semble pas qu'il y ait de bénéfice net sur les besoins transfusionnels. Il me semble que ça reste à démontrer. Le délai de la détection d'hyperfibrinolyse, vous avez vu, c'est 30 à 40 minutes avec, dans des conditions normales. Donc, bien sûr, s'il y a une hyperfibrinolyse, ça va aller plus vite. Mais c'est quand même pas extrêmement rapide. Et je pense que parfois la clinique est peut-être plus évocatrice que la biologie dans certains cas. Et en chirurgie cardiaque particulièrement, il y a beaucoup de paramètres finalement qui contribuent à cette fibrinolyse et qui ne pourront jamais être étudiés in vitro, puisqu'il y a l'activation endothéliale, le circuit de CEC, l'hypothermie, qui contribuent à cette hyperfibrinolyse et qui finalement ne permettent pas de donner, enfin, d'être évalués et qui peut-être donne un moins bon intérêt à ces automates-là pour ce cas particulier, encore une fois, de l'hyperfibrinolyse. Alors, quels autres marqueurs biologiques pourrait-on utiliser? Eh bien, si on regarde le marqueur le plus spécifique de la fibrinolyse, c'est le D-dimère quand même, puisque je vous rappelle, la fibrine insoluble va être dégradée par la plasmine dans ce D-dimère et que c'est vraiment un marqueur spécifique de la fibrinolyse. Je ne pense pas qu'un résultat brut en tant que tel puisse être intéressant, parce qu'on sait qu'il y a de très grandes variations des D-dimères, et donc probablement qu'il faut une cinétique au début et en fin de CEC, ou faire une cinétique pour pouvoir le voir. J'ai trouvé une étude qui a montré une corrélation entre le taux de D-dimère mesuré en post-opératoire, bien sûr en chirurgie cardiaque, et le risque hémorragique, mais je crois que c'est à peu près la seule que j'ai pu trouver. Donc, pourquoi pas, je pense que ça peut être aussi un
un outil qui peut être intéressant, d'autant qu'au laboratoire d'hémostase, ça c'est, on vous le rend dans le même temps que le TP, TCA et le fibrinogène, si vous pouvez avoir des résultats rapides. Juste un petit mot des thérapeutiques antifibrinolytiques pour laisser ensuite la place aux orateurs qui vont beaucoup plus largement en parler, aux orateurs suivants. Donc les antifibrinolytiques, comment ça marche? La protéine, elle, va inhiber la plasmine, c'est un inhibiteur de sérine protéinase, mais elle n'a pas cette action spécifique parce qu'elle va bloquer aussi la calcréine, la trypsine, le facteur 12A. Et puis, il y a l'acide tranexamique ou l'acide epsilon aminocarbonique qui, eux, sont des analogues de la lysine qui vont donc bloquer en fait la liaison du plasminogène à la fibrine. Et si juste, j'ai fait juste cette diapo pour comparer les trois molécules, donc la protéine est une protéine issue du poumon de bœuf, alors que les analogues de la lysine sont des molécules synthétiques. Les cibles sont bien sûr différentes. La protéine a un inhibiteur non spécifique de sérine protéase, comme je vous l'ai dit, qui inhibe plusieurs molécules, alors que l'acide tranexamique et l'acide epsilon aminocarboïque, eux, vont être des inhibiteurs compétitifs et spécifiques du plasminogène. La demi-vie également qui n'est pas la même, 5 à 10 heures pour la protéine et plus courte pour les analogues de la lysine, et l'élimination par protéolyse pour la protéine, pour la protéine est urinaire pour les analogues de la lysine. J'ai trouvé cette étude aussi qui me semble intéressante parce que finalement elle montre bien sur ces paramètres biologiques l'effet de la protéine sur les paramètres de la fibrinolyse en chirurgie cardiaque. Ils ont comparé un groupe contrôle à un groupe à protéine et ils ont mesuré la génération de plasmine chez ces deux groupes de patients. Et en fait, statistiquement, il n'y a pas de différence, elle est tout à fait comparable. Donc la formation de plasmine n'est pas impactée par la protéine. Par contre, la fibrinolyse, elle, est bien diminuée. Vous voyez qu'il y a un facteur 10 entre le groupe contrôle et à la génération des dimères qui est 10 fois plus élevé que dans le groupe à protéine. Donc juste un petit mot de conclusion. La fibrinolyse est, comme je vous l'ai montré, multifactorielle avec une activation de la coagulation, puisqu'il faut absolument qu'on ait une fibrine, un réseau de fibrine pour qu'elle puisse avoir lieu. Le circuit de CEC qui joue un rôle extrêmement important aussi par l'activation du contact et l'activation du facteur 12A. L'activation endothéliale, bien sûr, l'hypothermie et les parures. En ce qui concerne l'évaluation biologique, je trouve qu'elle est assez difficile en ce qui concerne, encore une fois, spécifiquement la fibrinolyse, parce que les tests sont peu adaptés à l'urgence et peut-être peu adaptés tout court, avec des études insuffisantes pour montrer l'intérêt de tests biologiques pour cette fibrinolyse. Et enfin, les thérapeutiques, bien sûr, qui sont extrêmement efficaces et qui trouvent qu'elles jouent quand même un rôle très important. Je vous remercie. Merci Nani pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je vais revenir sur les résultats que vous nous avez montrés dans l'épargne sanguine, enfin pas épargne sanguine, d'une réduction de saignement de 85 millilitres. Je n'ai pas vu exactement le papier, mais c'est donc une utilisation systématique du Rotem, c'est ça, ou enfin du thromboelastogramme? C'est plusieurs études, hein, c'est la Cochrane, donc il y avait 8 études, et ils l'ont utilisé avec un algorithme de façon systématique pour déterminer quel produit ils allaient perfuser. Parce que c'est un peu paradoxal de dire, voilà, ça saigne que de 85 millilitres de moins, et j'épargne 33% de produits. Et dans notre pratique, on l'utilise uniquement chez le patient qui saigne. C'est vrai qu'on ne va pas aller, enfin je ne sais pas comment vous faites vous, mais ces techniques, on va les utiliser non pas chez le souffrant, mais que chez le patient qui va présenter un saignement. Et d'ailleurs, Ibotech, l'étude que tu fais, ou alors qui est à risque, c'est des patients d'abord qui saignent avant de se lancer dans l'investigation. Oui, alors que là, c'était vraiment... Alors que si c'est du tout venant, ben effectivement, on va faire simplement état d'une coagulation à peine modifiée. Et c'est vrai que sur le patient qui saigne, on a l'impression quand même, et on retombe sur les chiffres que vous nous avez montrés, 33% d'épargne de produits sanguins. Là, quand même, c'est relevant. Là, quand même, c'est relevant. Oui, je voulais faire, Philippe Godard, Montpellier, un commentaire sur cette notion de réduction du saignement. Je
pense qu'effectivement, c'est une moyenne qui doit être pondérée, parce que ceux qui ne vont pas trop saigner vont faire baisser cette valeur. Tandis que individuellement, pour les patients qui saignent, là, par contre, on va avoir plus d'impact. Donc c'est pour ça que ça sort de façon significative. Mais le volume lui-même, il ne veut pas dire grand-chose sur une population très large. C'est pour ça. Mais juste, je pense qu'il y a le problème quand même de ces études, je ne vous ai pas dit, mais il y a très peu de patients finalement sur l'ensemble de ces études. Je crois que ça fait 800 patients donc, au total, sur toutes les études. Donc je crois que c'est ça aussi. Enfin, pour moi, je pense qu'une étude vraiment avec un algorithme, effectivement les patients plutôt à risque hémorragique, et un algorithme plus simple peut-être, parce que vous avez vu tous les paramètres qu'il y a validés, vérifiés, et il y a aussi l'endroit où est placé l'appareil et la possibilité de le faire. Je ne vous ai pas parlé aussi des limites techniques et de reproductibilité. Voilà, il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte, et je pense que, alors Imotech, effectivement, ça va peut-être répondre un peu à cette question, de vérifier l'intérêt dans une catégorie de patients, mais probablement effectivement pas chez tous. Est-ce que vous avez des questions? Des commentaires? C'est vrai qu'on a l'impression, moi j'ai l'impression qu'on ne les voit plus, les fibrinolyses. Quand on fait quelquefois des rontelles, on en fait un peu à Bordeaux, quand on oublie d'appeler parce que nous on l'a décollecté, il faut la décollecter. On l'a remis entre les mains d'experts. C'est-à-dire le labo. Oui, le Rotem. Oui. Et c'est vrai que quand on oublie de les appeler et qu'on a l'ensemble de la figure, du trombolastographe, en fait on ne voit pas de diminution dans la deuxième phase. Mais on utilise systématiquement de la citranexamine, donc c'est peut-être ça. Commentaire ou... Bien, écoutez, on va vous remercier encore une fois. Et donc, on parlait du loup, et on va voir enfin tout ce qu'il a à nous dévoiler. Je parlais de l'acide tranexamique. Donc, acide tranexamique, le point en 2016 par le docteur Robert Kirkovanu de Bruxelles. Bonjour. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs de ces m'avoir invité et de l'organisation d'être bref, d'être rappel justement des actualités de l'acide tranexamique en 2016. Juste un bref rappel sur l'acide tranexamique. C'est un analogue synthétique de la glycine qui a été découvert dans les années 60, qui a été repris ensuite à partir des années 2013 dans la liste des médicaments essentiels de l'OMS. Comme on vient de le voir dans l'exposé précédent, il s'agit donc d'un inhibiteur compétitif de l'activation du plasmogène via des très faibles doses, et même ça a été décrit pour des doses plus importantes, une addition directe de la plasmine pour des doses importantes. Qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre sur l'acide tranexamique d'un point de vue moléculaire? C'est qu'il, de par sa structure biochimique, il est relativement proche de la molécule glycine, et par ce biais-là, il va avoir un effet antagoniste compétitif également qui va s'exercer sur les récepteurs gamma, cortico-spinaux, ainsi un antagoniste compétitif sur les récepteurs de la glycine. On va pas s'attarder sur la fibrinolyse de la chirurgie cardiaque qui a été très joliment démontrée dans l'exposé précédent, et on va passer directement à l'efficacité clinique de l'acide tranexamique. On l'a déjà vu. Donc il y a une littérature qui est abondante sur l'efficacité de ce produit. On va discuter. J'ai juste repris les deux autres études les plus importants, les plus récents, de la revue qui montrent donc, sur un collectif de 2342 patients qui est de 32% de risque d'exposition au cancer, et puis un tout petit peu plus ancienne, en 2007, qui rencontre un thérapie organisé contre le placebo, une diminution de 25% du nombre de patients transfusés. Excusez-moi, on ne vous entend pas bien à l'arrière. Ces données sur l'efficacité clinique de l'acide tranexamique ont donné donc lieu à des guidelines qui ont été mises à jour en 2011 par les sociétés savantes américaines, dans lesquelles les antibiotiques, donc l'acide tranexamique, font partie d'une stratégie globale des plantes sanguines avec un niveau de recommandation très élevé. On ne peut pas parler brièvement de l'étude CRASH, CRASH 2, qui est la plus belle démonstration justement donc, de l'efficacité
Est-ce que c'est mieux comme cela? Ah, Oui. Donc l'étude Crash 2, merci beaucoup. L'étude Crash 2, donc, qui est de manière prospective randomisée sur un collectif impressionnant de patients, de 2126 patients dans le domaine de traumatisme majeur avec hémorragie massive, retrouve une diminution importante de la mortalité en faveur de l'acide tranexamique, de 15% de diminution de mortalité. Ça reste assez impressionnant. Un petit mot, donc un bref rappel sur la pharmacocinétique connue actuellement de l'acide tranexamique. Donc c'est une petite molécule, petite taille, hydrophile, avec une demi-vie plasmatique courte, entre 80 et 120 minutes. Son volume de distribution est relativement faible, entre 14 et 32 litres. Il se comporte comme selon un modèle pharmacocinétique à 2 compartiments, et l'élimination est essentiellement rénale. Donc ceci explique la nécessité d'une administration intraveineuse continue et l'adaptation des posologies en cas d'insuffisance rénale. Sur la pharmacodynamie, la question qui va se poser maintenant, c'est quelle est la concentration plasmatique qui va être efficace sur l'inhibition de la fibrinolyse, donc son efficacité sur la fibrinolyse. Et donc, sur cette question précise, il y a des études plus anciennes qui remontent au milieu des années 74 et début des années 80, des études expérimentales qui retrouvent en fait les concentrations nécessaires pour inhiber la fibrinolyse. Et ces concentrations donc, sont de 10 à 20 microgrammes par millilitre pour avoir une inhibition de 80% de la fibrinolyse et 10 fois plus, 5 à 10 fois plus important pour avoir une inhibition complète de la fibrinolyse. Plus récemment, 2013, donc, il y a une très belle étude expérimentale publiée concernant donc, la concentration effective pour inhiber la fibrinolyse sur le sang néonatal in vitro avec l'acide tranexamique. Donc, sur un modèle d'hyperfibrinolyse réalisé sur du sang de cordon et du plasma chez adulte sain, en utilisant une quantification de la fibrinolyse par le TEG, les auteurs ont déterminé donc, une concentration plasmatique minimale efficace pour inhiber la fibrinolyse de 6,54 microgrammes par millilitre chez le nouveau-né sur le sang de cordon et de 17,5 microgrammes par millilitre chez le sang adulte. Ceci va nous amener maintenant donc, à la question suivante. Donc, à partir des données in vitro, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on peut dire chez le patient, donc in vivo, chez le patient qui va subir une chirurgie cardiaque avec une CEC. Et donc des données existent, notamment donc, une très intéressante étude publiée par Grassin de Lille et co-auteurs sur une modélisation pharmacocinétique de l'acide tranexamique dans une population de patients bénéficiant d'une chirurgie cardiaque avec une CEC. Cette étude réalisée donc, sur 61 patients, prospective, randomisée, double aveugle, faite sur plusieurs cadres centriques, reprend donc des patients à haut risque hémorragique dans des contextes chirurgicaux à haut risque hémorragique également avec une CEC. 2 groupes thérapeutiques sont étudiés, un groupe low dose qui comprend une dose de charge de 10 mg kg suivi d'1 mg kg de continu et un priming de 1 mg kg, et un groupe high dose donc, qui est calqué sur le schéma de l'étude BART avec une dose de charge de 30 mg kg suivi de 16 mg kg de continu et un priming d'amorçage de 2 mg kg. Différents prélèvements sont effectués chez ces patients à différents moments de la chirurgie, au temps 0, 5 minutes après la dose de charge administrée sur 15 minutes, puis 10 minutes après le début de la CEC, ensuite à la fin de la CEC et 1 heure après l'arrêt de la perfusion continue. Et sinon, sur ces graphiques, on peut voir la variation des concentrations dans les 2 groupes de population étudiées, donc le groupe low dose et high dose. À partir de ces déterminations de concentration plasmatique sur les 2 régimes de doses utilisés, dans un modèle pharmacocinétique bicompartimental ouvert, les auteurs ont réalisé une très jolie modélisation pharmacocinétique permettant de prédire la dose à utiliser à administrer l'acide tranexamique pour une concentration cible qui est supposée inhiber la fibrinolyse. Dans cet exemple ici, donc les auteurs ont choisi une concentration plasmatique de 150 microgrammes par millilitre. Ceci vient d'une étude précédente de leur même équipe, pour laquelle ils avaient une inhibition complète de la fibrinolyse, 100% d'inhibition de la fibrinolyse. Et donc, selon le poids du patient et le modèle pharmacocinétique mis au point, donc on voit qu'on se situe dans un régime plutôt donc, de haute dose, avec une dose de charge de 46 mg kg, suivi d'un continu variable selon le poids du patient, entre 9 et 11 mg kg. Chez l'enfant, qu'est-ce qu'on sait chez l'enfant? Toujours la même équipe, donc a publié une très intéressante étude, mais avec un faible pourcentage de patients, un faible nombre de patients. Donc chez l'enfant, 21 enfants dans cette étude publiée en 2013, entre 1 et 12 ans, partagent
partagés, répartis en 3 groupes selon le poids, qui ont bénéficié d'une chirurgie cardiaque pédiatrique congénitale sous CEC avec une durée moyenne de CEC de 4 heures. 2 schémas thérapeutiques sont étudiés dans cette étude, administration continue avec une dose de charge de 10 mg kg suivie d'1 mg kg/h et 10 mg kg dans le priming de la CEC, et une administration discontinue avec une dose de charge de 10 mg kg, puis un priming 10 mg kg et à la fin de la CEC également une dose de 10 mg kg. Même modèle pharmacocinétique utilisé avec la modélisation pharmacocinétique qui retrouve sur un modèle final donc une corrélation relativement fiable entre la prédiction de concentration plasmatique d'antitransamique et la concentration observée. À partir de ce modèle, pour une concentration choisie plasmatique de 20 microgrammes par millilitre, les auteurs donc peuvent déterminer une dose recommandée à utiliser chez l'enfant, 6,4 mg kg de dose de charge, suivie d'une perfusion continue entre 2 et 3 mg kg. Donc ces résultats découlent du modèle pharmacocinétique qui a été mis au point. Néanmoins, il reste encore à être validé dans des corps de population dans la pratique quotidienne. On arrive maintenant donc à la question suivante, donc la relation dose-concentration plasmatique, quelle dose utiliser finalement, et donc avec quel bénéfice. Et ce qu'on peut remarquer donc sur cette publication de Koester et co-auteurs, c'est que finalement, donc, sur ce graphique, on reprend les données qui sont issues des études, des études présentées donc par l'équipe de Grassin du Lille en pédiatrie, avec donc des concentrations plasmatiques entre 7 et 106 microgrammes par millilitre, dans un modèle, dans une administration discontinue comme on vient de le voir. Le schéma thérapeutique avec une dose acétylglycémique continue, elle, donc, permet d'avoir des variations entre 8 et 91 microgrammes par millilitre. Ceci, donc, on peut remarquer que finalement, donc, il y a une variabilité interindividuelle qui est assez importante pour une même dose. Chez l'adulte, on remarque également qu'on a des concentrations qui sont très importantes, bien sûr donc avec les hautes doses acétylglycémiques, mais qu'il existe également cette variabilité interindividuelle, même pour les faibles doses. Donc néanmoins, si on prend les triggers de l'inhibition de féminilis de 80%, toutes les études publiées montrent des seuils largement supérieurs à ce seuil de concentration de 20 microgrammes par millilitre plasmatique nécessaire pour inhiber 80% de fibrinolyse. Donc ça, ce sont les données donc, au laboratoire, in vitro, in vivo. Finalement, donc, la question qu'on va se poser, c'est quelle est l'efficacité clinique, donc quelle est la dose idéale à utiliser en pratique clinique chez le patient. High dose versus low dose. Le débat est présent dans la littérature et on va essayer donc d'avoir de survoler cette question brièvement. Une très belle étude donc, sur cette question qui a été publiée donc, en 2014 par Stéphanie Sigaud et collaborateurs, compare 2 régimens de dose d'acétylglycémique chez l'adulte qui va subir une chirurgie cardiaque avec un CEC. Une étude prospective, randomisée, contrôlée, en double aveugle, dans laquelle quasiment 600 patients sont inclus. Ces patients vont être répartis donc, en 2 régimes de dose, en low dose, donc un régime plutôt faible, 10 mg kg de bolus avec 1 mg kg/h de continu et 1 mg kg de priming dans la CEC, et le groupe de patients de high dose, qui est suivi le schéma BART, proposé par l'étude BART, 30 mg kg de bolus avec 16 mg kg/h de continu et 2 mg dans le priming. D'une manière très intéressante, cette étude va répartir également les patients inclus dans l'étude selon le risque hémorragique, donc une stratification avec un faible risque hémorragique et des patients à haut risque hémorragique, les patients notamment qui bénéficient d'une double agrégation plaquettaire ou qui vont subir une chirurgie complexe à haut risque hémorragique. Qu'est-ce qu'on peut remarquer donc, sur les résultats? C'est que entre les deux doses utilisées, low dose et high dose, il n'y a pas de différence en termes de transfusion de patients, en termes de transfusion globale, donc sur la première semaine pour tous les patients. Néanmoins, si on regarde un petit peu plus en détail, donc on peut remarquer qu'il y a une différence significative au niveau des besoins transfusionnels pour
PFC et les concentrés plaquettaires, et également pour le fibrinogen, en faveur haute dose, du groupe haute dose versus low dose. Cette différence elle est moins marquée si on regarde le groupe des patients transfusés eux-mêmes. Parmi les patients transfusés, finalement, ce qui reste significatif, c'est la différence de plasma, transfusion de fresh frozen plasma en faveur de la dose plus importante d'acétylhexamique. Si on regarde un tout petit peu plus loin, selon la stratification de patients à haut risque de saignement, patients à faible risque de saignement, cette différence de besoin transfusionnel plus important est surtout significative dans les patients à haut risque de saignement entre la faible dose et la haute dose d'acétylhexamique. Les pertes sanguines, donc sur les premières 24 heures, et les besoins chirurgicaux, les besoins de reprise chirurgicale pour l'hémostase, il y a effectivement, donc on s'y attendait, une différence qui est significative en termes de pertes sanguines, plus important dans le groupe low dose et plus de reprises pour chirurgie d'hémostase dans le groupe low dose acétylhexamique par rapport au groupe high dose. Néanmoins, il n'y a pas d'impact retrouvé sur la mortalité à 7 jours et au 28e jour. Si on va un tout petit peu plus loin, en regardant la stratification des patients à haut risque de saignement et à un faible risque de saignement, finalement, donc, cette différence entre le low dose et le high dose est surtout évidente au niveau des patients à faible risque de saignement, finalement. Selon ces stratifications des patients, on ne retrouve plus de différence significative en termes de reprise pour l'hémostase, de reprise chirurgicale pour l'hémostase. Les effets secondaires sont tout à fait comparables dans les deux populations de patients étudiés, low dose et high dose, avec même degré d'incidence de dysfonction rénale, d'incidence de convulsions ou d'événements thromboemboliques. Alors la question, donc, finalement, oui, mais, donc, qu'est-ce qu'on va privilégier? Plutôt une faible dose, plutôt une high dose? Le débat reste ouvert et on va aller vers les effets secondaires. Pourquoi? Parce que c'est à partir des effets secondaires qui ont commencé à être rapportés dans la littérature que ce débat est apparu entre l'utilisation de haute dose et low dose. Qu'est-ce qu'on retrouve donc dans les effets secondaires, dans la littérature? Donc l'effet proconvulsivant qui a été mis en avant et le risque thromboembolique. À partir des années 2010, donc après l'arrêt de commercialisation de la protéine et le shift vers l'acétylhexamique, donc en suivant le schéma de Barth qui recommandait plutôt des doses très importantes d'acétylhexamique, on a commencé à voir apparaître dans la littérature des publications concernant l'incidence de plus en plus importante de convulsions post-opératoires d'origine non ischémique, avec un facteur de multiplication par 3. Plusieurs études rétrospectives mettent en évidence des facteurs de risque accrus, donc liés premièrement et surtout donc, à l'utilisation des hautes doses d'acétylhexamique pour des doses qui sont très importantes, donc 85 mg kg de dose totale d'acétylhexamique. Également, donc, on met en évidence des facteurs de risque liés aux patients, comme le sexe féminin, l'âge supérieur à 70 ans, un score d'Apache 2 supérieur à 20, la préexistence d'une insuffisance rénale ou d'une pathologie neurologique. Il existe également des facteurs directement liés à la chirurgie en elle-même, comme la chirurgie à cœur ouvert, donc la chirurgie valvulaire, aortique et mitrale, la chirurgie de la racine aortique, l'arrêt circulatoire en hypothermie profonde ou une durée de CEC supérieure à 150 minutes. Y a-t-il une explication pour les mécanismes moléculaires mis en cause dans la survenue des convulsions liées directement amputées à l'acétylhexamique? Comme on l'a vu en début d'exposé, l'acétylhexamique présente une structure stéréochimique analogue à la glycine, et donc il va exercer un effet antagoniste compétitif sur les récepteurs GABA du système nerveux central et sur la glycine, avec une concentration inhibitrice à 50%, relativement faible, minimum par litre dans le LCR. Ces récepteurs GABA et récepteurs glycine, ce sont les médiateurs de tonus inhibiteurs du système nerveux central. Donc leur inhibition va provoquer donc, une augmentation, une majoration du tonus d'hyperexcitabilité du système nerveux central qui va aboutir à des convulsions. Ce mécanisme moléculaire est intéressant à connaître dans la prévention et le traitement, puisqu'il existe des agonistes des récepteurs glycine, et ces agonistes, comme l'isoflurane, le séroflurane, le propofol,
vont permettre une récupération complète de l'inhibition des récepteurs glycine liés à l'acide tranexamique et donc de diminuer d'une manière tout à fait spectaculaire la survenue des convulsions liées à l'acide tranexamique. Concernant maintenant le risque thromboembolique, on a actuellement des données largement suffisantes dans la littérature qui montrent qu'il n'y a pas de majoration du risque thromboembolique lié à l'utilisation de l'acide tranexamique, donc notamment avec l'étude CRASH 2 qui montre qu'il n'y a pas de majoration du risque thromboembolique. En conclusion, pour faire bref, l'acide tranexamique reste un élément important dans la stratégie d'épargne sanguine en chirurgie cardiaque. Néanmoins, ce qui apparaît très important aujourd'hui dans la littérature, c'est la sélection des patients et des procédures chirurgicales à un risque hémorragique élevé, puisque tous les patients ne vont pas pouvoir en bénéficier et ne vont pas tirer le même bénéfice de l'acide tranexamique. L'utilisation des schémas d'administration plutôt faible dose sont actuellement favorisés dans la littérature, avec un très fort courant faible dose. L'adaptation des doses d'acide tranexamique doit se faire à la fonction rénale. La prévention du risque commercial doit être justement envisagée. Et ensuite, pourquoi pas, le monitoring déporté au chevet du patient, la fibrinolyse péro-opératoire pourrait être justement une piste intéressante de travail afin de pouvoir justement adapter au plus juste les doses nécessaires à chaque patient, parce que finalement, chaque patient a son propre contexte pathologique et ses propres besoins en acide tranexamique. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Donc vous seriez plutôt favorable à ne pas en faire systématiquement et laisser certains patients sans antifibrinolytique aujourd'hui, alors, et de le réserver aux patients à haut risque, c'est ça? Oui, effectivement. Donc c'est une tendance qui se dégage actuellement. Donc dans les chirurgies à très faible risque hémorragique, les patients qui sont à faible risque hémorragique également, par rapport donc, aux effets secondaires reportés dans la littérature, la tendance qui se dégage actuellement, c'est ne pas l'utiliser systématiquement. Bien sûr, l'idéal, ce serait d'avoir un monitoring de la fibrinolyse au chevet du malade et en cas d'apparition d'une hyperfibrinolyse, d'introduire le traitement adéquat. Le débat est lancé. Oui, donc Christian Isetta, Fort-de-France. Bon, moi j'étais un fort partisan de l'acide tranexamique depuis 25 ans. Bon, vous n'avez pas pu retrouver une publication qui date de 20 ans que j'ai pas reprise, donc malheureusement n'a été publiée que sur RTPL. Ce qu'on peut dire, on avait fait la comparaison entre la dose unique et les perfusions continues. Ce qu'on avait retiré avec le défaut de Nice, il y a 25 ans, 20 ans, en méthode HPLC, c'est que l'inhibition de la fibrinolyse était obtenue à 80% avec 13 nanogrammes par ml, ce que vous retrouvez de concentration, que cette concentration était obtenue par une dose unique de 15 mg kg d'acide tranexamique qui était fait, ce qui est extrêmement important avant la libération de tourmoplastie tissulaire, avant l'incision, toute cette incision chirurgicale, et que on montait avec un pic qui était, comme vous l'avez montré, en fonction des patients, variait entre 80 et 130 nanogrammes par ml, et que ça durait jusqu'à la 4e heure. Avant la 4e heure, vous avez 97% des patients qui étaient toujours au-dessus de 13 nanogrammes par ml, ce qui inhibait 80% de la fibrinolyse. Ensuite, ce qui nous permettait de passer une CVC tranquillement et de refaire une deuxième fois, donc 15 mg kg d'acide tranexamique, une fois que la protamine était faite, et ce qui nous permet de protéger ensuite les patients pendant les heures suivantes. On n'a jamais eu d'accident thromboembolique, on les a essayé de répertorier, on n'a jamais eu de convulsion. Et l'intérêt de cette méthode, on l'a comparé à la perfusion continue, donc c'était 10 mg kg plus 1 mg kg par heure jusqu'à la 6e heure post-opératoire. On avait fait un travail là-dessus sur des collectifs de 100 patients en HLO, et on n'avait pas trouvé de différence significative en matière de diminution de l'exposition sanguine qui était pour l'acide tranexamique au niveau de 30%. Donc la deuxième chose de défendre cette technique, on nous dit toujours, c'est que on n'a pas besoin, enfin, même si le patient est insuffisant rénal, avec cette dose-là, on n'arrive pas sur des doses toxiques, c'est-à-dire qu'ils vont avoir, comment dirais-je, au lieu d'avoir un pic, un dosage résiduel à 13 nanogrammes, au lieu d'avoir la 4e heure, ils auront la 6e ou 7e heure, et on n'arrivera jamais à ce niveau-là. Donc, pour moi, je veux dire, ça me paraît évident de poursuivre de façon systématique pour tous les patients. Ensuite, comme vous l'avez bien dit, l'acide tranexamique, c'est un inhibiteur c'est un bloqueur du plasminogène, ça n'inhibe pas la plasmine, et que si on veut bloquer la plasmine, il faut des doses qui soient 10 fois supérieures. À ce moment-là, donc on se retrouve
avec des effets convulsifs qui sont extrêmement importants. Donc, moi, je suis assez partisan de la dose de 2 doses d'IV, etc. Et la troisième chose qu'on puisse dire aussi, c'est que c'est dommage que la protéine ait disparu, parce que lorsque vous avez de la plasmine qui est circulante, en particulier dans la dissection aortique, vous n'avez pas de moyen de pouvoir l'inhiber, parce que si vous utilisez l'acide tranexamique, vous allez avoir des risques rénaux et convulsifs. Voilà. Donc, à ceci dit, après, dans tout ce qu'on a vu dans la littérature, sur les patients tout venant au courant, l'acide tranexamique et la protéine, c'est le même effet. Voilà, c'est des commentaires que je voulais vous apporter. Je pense que j'avais représenté ça aussi, tout l'ensemble de ces trucs, dans un abstract au niveau de la soirée il y a 5 ou 6 ans. Votre commentaire, vous pouvez répondre peut-être ce long commentaire. Oui, juste rappeler que à l'arrêt de la protéine, l'AFSAPS avait sollicité les équipes, et notamment Arcotova, pour prendre position sur l'utilisation d'acide tranexamique. Et je rappelle qu'il y a un protocole qui a le label Arcotova, que je demande à Sophie Prochant-Blanchers l'autorisation de mettre sur le site. Ah oui, et qui reprend en fait les doses de l'étude BART, tout en les nuançant avec la notion d'insuffisance rénale que vous avez peu évoquée plutôt à la fin. Effectivement, ça finit par s'accumuler, donc il faut savoir l'arrêter en fonction de la fonction rénale préopératoire. Donc on n'est pas si mal placé sur la recommandation qu'on a faite en 2008, je vous recommande de vous y reporter. D'autres commentaires, d'autres questions? Est-ce que j'ai l'intérêt de poursuivre l'acide tranexamique en post-opératoire? Ou l'utiliser. Donc, tout dépend dans quel contexte clinique vous êtes. Si c'est un contexte hémorragique ou pas, si ça continue à saigner, si vous êtes dans le cadre d'une hyperfibrinolyse qui va nécessiter une reprise chirurgicale en démostase, oui, je pense. Oui. On va objectiver la hyperfibrinolyse alors. Ça serait idéal, je pense. Oui, non. Le débat reste ouvert. Je pense que la question n'est pas si tranchée dans la littérature. Et très probablement que la sélection des patients, c'est une des pistes intéressantes à travailler et qui explique pas mal de résultats, certains en tout cas, des résultats qui sont pas si tranchés que ça dans les études publiées jusqu'à maintenant. Puisque, en fait, les patients auxquels on pense peut-être, Alexandre, c'était le fait, ces patients qui saignent de façon massive, on a passé des tas de produits qui continuent de saigner. Et que le chirurgien n'a pas trop envie d'y aller. Est-ce qu'il y a une place pour ça? Si c'est la plastique circulante, c'est mieux se diriger dans ce cas-là sur les facteurs de sous-consommation. D'autres questions? Qui utilise l'acide tranexamique systématiquement, systématiquement, qui l'utilise en fonction du risque chirurgical, du risque hémorragique. Ah, Marseille. D'accord. Bon, ben voilà. La tendance est quand même à faire systématique. Merci Alexandre, merci bien pour cette intervention. Et nous passons justement à la protéine. On va commencer avec Alexandre. Voilà, si sa présentation. Alors, si je ne fais pas l'effort, vous m'entendez là, c'est bon? Oui. Donc on m'a demandé de vous faire les conséquences de l'arrêt de commercialisation de la protéine. Alors tout d'abord, j'ai quelques conflits d'intérêts. Vous voyez que celui du bas, donc avec Nordic Pharma, qui est le laboratoire qui recommercialise la protéine, non pas en France, mais dans d'autres pays européens. Et on attend donc l'autorisation pour la France. Deux autres conflits d'intérêts que vous connaissez. Je suis responsable du DU de CEC. Ceux qui veulent s'inscrire, vous êtes les bienvenus. Et enfin, on fait un congrès à Bordeaux des capsules qui sont la suppléance organe et vous êtes également invités. Je fais à chaque fois. Alors, la protéine chirurgie cardiaque, c'est une vieille histoire d'amour. La messe a débuté en 87, dans le Lancet, avec 7 études. Petite étude, hein, vous voyez, 22 patients, Redux, à qui on va faire donc une dose d'héparine classique, CEC 2,4 litres par minute par mètre carré, bon, avec des techniques un petit peu archaïques, mais on va dire que c'était compatible dans les deux groupes, dans les deux groupes. Une petite hypothermie, bon, très bien. Et puis on va dans le groupe à protéine administrer, vous voyez, 2 millions d'unités inhibant la callicréine en dose de charge, suivi d'une dose d'entretien de 500 000 unités,
et suivi également d'une deuxième dose dans le framing de 2 millions. C'est la fameuse dose Royston, puisque c'est le premier auteur de ce papier. 22 patients, 11 patients par bras. Vous avez ici donc les résultats. Donc le tableau de haut vous montre les caractéristiques du patient, rien de méchant. Des patients opérés d'une chirurgie, vous voyez, de la chirurgie aortique, de la chirurgie mitrale, de la chirurgie combinée, de la chirurgie coronaire. Une durée de CEC de 50 minutes, ça fait rêver certains de nos journées que l'on passe au bloc. Et quand on regarde le saignement post-opératoire 24 heures, c'est des patients qui effectivement étaient à risque de saignement, puisque vous voyez que dans le groupe contrôle, on avait plus d'1 litre, ou quasiment 1,5 litre de saignement, et quand on avait traité notre patient en paraprotéine, on divisait par 6 ou multiplié par 6 dans le groupe contrôle le saignement. La transfusion, c'était 36% des patients dans le groupe à risque, versus dans le groupe des patients traités, versus 100% dans le groupe contrôle, et vous voyez que les temps de fermeture sternale, 33 minutes versus 60 minutes. Là, on est dans l'euphorie complète. M. Roston dit, quel que soit le mécanisme, globalement, il ne sait pas trop bien comment ça marche, mais cette technique qu'il a mis en place, qui réduit comme ça de façon drastique le saignement et me permet de ne pas retourner au bloc, eh ben, je dois l'utiliser. Et surtout, ça évitera de mettre la pression sur les banques sanguines, enfin, les établissements de sang. À l'issue de cette étude, donc 87, une multitude d'études va dans le même sens. La protéine est devenue quasiment obligatoire pour tout centre qui se respecte et qui est respectable. La FDA, la sacrée FDA en 93, dit ok, on doit utiliser la protéine, et puis début des années 2000, la protéine reçoit le label donc, des différents pays européens. Alors la protéine, c'est quoi? C'est un polypeptide naturel, extrait du poumon de bœuf. C'est un inhibiteur, on vous l'a dit, non spécifique de la sérine protéase, donc les protéases, la plasmine, et la SAS vous a expliqué ça. Et puis c'est vrai que le mécanisme sous-jacent, il y a différents mécanismes, l'effet antiphrénolotique, l'amélioration de la fonction plaquettaire et l'inhibition de la phase contact. Alors comme tout mariage, il y a voilà, l'engouement, mais après on commence à se fâcher. Alors, vous avez tous en tête qu'on a commencé à se fâcher en 2006, sauf que c'est faux. Les premières querelles dans le foyer ont débuté en 98. JCT là, 98, 11 ans quand même, hein, une belle lune de miel. Mais ce papier quand même commence à mettre les doutes dans la tête des gens. Et en particulier des chirurgiens. Moi je me souviens, il y avait un chirurgien quand je travaillais à la Pitché qui me disait la protéine, ça va thromboser des pontages, etc. Il ne faut pas en faire. Je vois Jean-Luc qui fait comme ça, je pense qu'on parle du même. Une étude randomisée 2 fois 400 patients, donc c'est pas rien, où là on va regarder, effectivement, on donne un médicament pro-thrombotique, alors qu'avant on veut s'acharner à garder ce patient sur un versant plutôt fluidifiant, sur le sang, et là on va brutalement mettre un médicament qui a des vertus, en tout cas de compétences hémostatiques, et donc il est logique d'aller s'intéresser à la perméabilité des pontages, ce qu'on va faire 11 jours après l'intervention. Et vous voyez que quand on regarde ça, la perméabilité des pontages veineux, dans le groupe à protéine, on passe sur la dose, 15% de thrombose occlus versus 10%. Et puis les facteurs de risque, c'était quoi? C'était le sexe féminin, l'absence de traitement par aspirine avant l'intervention. Alors vous allez me dire c'est de plus en plus rare, mais en tout cas ils en ont trouvé. Et puis le mauvais réseau artériel sous-jacent ou ce qui avait été ponté. Donc voilà. Dans le foyer, on commence à crier encore plus fort. 2006, New England, Mangano, avec toutes les réserves qu'on peut mettre sur Mangano, j'ose le dire, qui nous publie quand même dans ce papier du New England, donc ça va obligatoirement changer nos pratiques, ce papier, le risque associé à la protéine en chirurgie cardiaque. Il trouve, lui, que dans les pontages isolés, alors c'est une étude observationnelle. Je ne sais pas s'il y a des gens de... C'était Dijon qui avait participé, je crois, en France. Et 10. Alors tu vas confirmer après dans la discussion si c'est vrai, mais globalement il disait Mangano, voilà, vous prenez ce cahier, vous le remplissez, vous ne savez pas trop bien pourquoi. Vous allez prendre tous les 50 pontages ou tous les 50 chirurgies. C'est ça? C'est pas ça. On en discutera. Et puis vous allez me remplir ça, et puis il y a plein de données à me donner. Bon. Et puis il fait l'analyse avec tous les outils statistiques qu'il sait manipuler, et ce qu'il trouve, c'est que dans la chirurgie isolée, la protéine est associée à une insuffisance rénale, à des événements cardiovasculaires, des accidents cérébraux, morbimortalité, et dans la chirurgie combinée, il retrouve également de l'insuffisance rénale. Alors bon, Mangano, on sait qu'il avait eu quand même
quelques déboires avec la véracité de ces données, sauf que là, il y a des gens qui quand même publient dans une autre revue la même année un papier toujours d'une étude observationnelle, ajusté avec un propensity score, et qui retrouve de nouveau l'insuffisance rénale associée à la protéine. Alors, tout de suite, on va commencer à dire oui, mais bon, c'est des observationnels, c'est pas à l'aveugle, c'est matché, mais bon, quand on commence à matcher, on enlève plein de patients, il y a des biais de confusion, la protéine peut-être qu'elle a été donnée aux patients les plus malades, et puis, relation statistique ne veut pas dire obligatoirement relation de causalité, et c'est vrai qu'il y a des données chirurgicales qui ne sont pas bien claires. N'empêche que quand on regarde un petit peu, la même année, il y avait quand même des données qui étaient détendues par Bayer et qui allaient dans le même sens. Octobre 87, l'étude BART, donc je vais vous décrire rapidement les données. Étude randomisée qui va comparer les différents produits, qui là fait une analyse intermédiaire et qui dit attention, on a à peu près les mêmes données que ce qu'a dit Mangano et que ce qu'ont dit Carcuti. Novembre 2007, il était essayé de suspendre par Bayer temporairement le produit, le temps d'obtenir les résultats définitifs, et novembre 2017, donc nos autorités de tutelle recommandent de réserver la protéine à des patients vraiment à très haut risque pour lesquels il n'y a pas d'alternative. À cette date-là, globalement, la sultranexamique, il est peut-être dans le fond d'un tiroir tout poussiéreux. D'ailleurs, quand la boîte a commencé à apprendre, on va peut-être leur demander un petit peu plus, ils vont dire, je ne sais même pas si on va suivre parce que la production va être énorme. Donc voilà, comme alternative, on n'a pas grand-chose. Et puis, décembre 2017, les autorités anglaises, eux, décident d'arrêter, et les autorités européennes feront la même chose en 2008. En 2008, pourquoi? Parce que voilà, cette l'étude BART, qui cette fois va enterrer complètement la protéine. 3 groupes, patients à risque de saignement, on va passer rapidement sur le dosage, on l'a vu tout à l'heure pour la citronexamique. Critères de jugement assez forts, le saignement et la morbidité post-op. Et ce qu'on retrouve, c'est qu'effectivement, il y a peut-être une toute petite réduction, mais il y avait une mortalité supérieure dans le groupe à protéine. Alors là, de nouveau, oui, mais bon, tu comprends, il y a eu des patients qui ont été exclus, et on ne sait pas pourquoi. Si on réinclut ceux qui ont été exclus, on ne retrouve plus les mêmes résultats. Il y a eu des outcomes qui ont été reclassés, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient morbidité, petite plus, etc. Les patients qui ont été exclus, la tendance de mortalité dans le groupe à protéine, quand on regarde ce groupe d'exclus, la tendance n'est pas du tout la même. Et puis, apparemment, c'est un peu toujours pareil, hein. Ils ne travaillent pas comme nous, on sait ce qu'on a à faire, et la protéine, il faut absolument la garder. N'empêche que c'est associé à l'éditorial qui, là, quand même, met un avenir pour la protéine relativement faible. Et donc la protéine disparaît finalement en juillet 2008. Alors là, c'est levée de bouclier par les grands spécialistes de la chirurgie cardiaque de l'époque. On les a reconnus. Philippe Léger, Philippe Moria, Philippe Foire, les 3 Philippe, professeur Pascal Colson, qui pèse également très lourd dans la balance, et puis professeur Claude Girard. Si c'est comme ça, on ne pourra plus opérer, c'est plus possible, etc., etc. Rendez-nous la protéine. Ça, c'était la première conséquence. Deuxième conséquence, c'est quand même les recommandations internationales. Tout d'abord, les Américains, qui, vous voyez, ne vont pas avec le dos de la cuillère pour la protéine, puisqu'ils disent clairement qu'on ne peut pas retenir comme une indication pour l'épargne sanguine la protéine, qui est associée à une surmortalité. Les Européens en 2013, ils vont dans le même sens. Eux, c'est encore pire. Vous voyez, c'est plus disponible, donc on n'en parle plus. Et ils se focalisent sur la citronexamique. Alors la citronexamique, j'avais mis cette planche, mais je crois que c'est plus la peine. Là, on vous l'a très bien dit. On retombe à peu près sur la même chose. Moi, j'avais retenu la concentration entre 10 et 20, mais on a vu que c'est peut-être un petit peu plus. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'ensemble des publications rapportent des doses extrêmement larges, très variables d'une institution à une autre, avec effectivement quelques effets indésirables. Vous voyez ici ce papier de New England qui dit de 20 à 250 mg par heure. Alors ce qui est important, c'est, on peut discuter de la dose, mais c'est vraiment l'adaptation à la fonction rénale. Et ce papier l'illustre bien. Vous avez ici l'évolution des concentrations d'acide tranexamique chez des patients qui sont en rond avec des insuffisances rénales et en carré ici, ou en losange, des fonctions rénales normales. Et vous voyez que ces auteurs, ils ont fait une dose de charge
et ils ont adapté en fait le débit d'entretien à la fonction rénale. Et ce qu'ils observent ici, c'est que, la dose de charge n'a pas permis pour tout le monde d'être dans ces ranges de 10 à 20, donc le 6, ils vont avoir tendance à demander un tout petit peu plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que le patient qui ait une fonction rénale ou altérée ou pas, vous voyez qu'ils ont mis tout le monde dans le même range. Donc l'adaptation à la fonction rénale est vraiment quelque chose d'essentiel. Et lorsqu'ils préconisent, c'était de faire une dose un petit peu plus importante. Et vous voyez que la concentration tendait à continuer à augmenter, et donc ils préconisaient une adaptation à la fonction rénale pour la dose d'entretien un petit peu plus basse. Alors on vous en a parlé, c'est vrai que la troisième conséquence, après la manifestation dans les rues parisiennes de nos ténors de l'anesthésie en chirurgie cardiaque et les recommandations pour changer, c'est des études historiques avant-après qui nous rapportent des choses assez intéressantes sur le saignement, l'évolution, comment a évolué leur pratique. Vous avez cette première étude, plus de 1000 patients, qui s'est intéressée à des patients au risque chirurgical. Alors vous allez voir que la majorité de ces études se sont intéressées à des patients rédux, combinés, assez peu de patients de chirurgie coronaire isolée. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Et ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, quand on utilisait la protéine, on avait tendance à moins saigner et à moins transfuser. Ils observent effectivement plus de crises convulsives, d'épilepsie, mais on vous a expliqué le mécanisme, et j'avais remis une petite slide, on va passer rapidement. Effectivement, la survenue de ces crises d'épilepsie, on les a tous vus, ces patients qu'on pose en réanimation, tout se passe bien, et quand on commence à les réveiller, brutalement, ils convulsent, on les a tous amenés au scanner, on est tous revenus bredouilles, et quand on les a réveillés, peut-être que c'était qu'on avait fait une dose un petit peu trop forte. Alors les mécanismes, on vous l'a dit, c'est pas de l'AVC, il peut y avoir des phénomènes ischémiques, mais c'est essentiellement le récepteur GABA, c'est ce qu'on vous a dit. Alors après, il y a eu des études aussi qui se sont intéressées à interroger les anesthésistes réanimateurs et leur dire, finalement, vous avez tous vu à la télé en première page ces ténors de l'anesthésie-réanimation qui disent qu'ils ne peuvent plus endormir les gens s'ils n'ont pas de la protéine, mais vous, qu'est-ce que vous ressentez? Finalement, quand on fait ça, on regarde, on voit que 61% des anesthésistes considèrent que ça n'a pas finalement, vous voyez, 2 ans après l'arrêt, ça n'a pas fondamentalement changé leur pratique et qu'ils continuent à opérer, à endormir ces patients, même s'ils restent à risque. Qu'est-ce qu'il en est pour la chirurgie pédiatrique? Parce que c'est vrai que la protéine était assez utilisée également dans ce domaine, à très forte dose pour ses vertus anti-inflammatoires. Et là, de nouveau, on retrouve quand même une tendance à un plus de saignement, à plus de transfusion dans ces études avant, après, et puis vous voyez aussi une tendance à ces crises d'épilepsie. Jusqu'alors, des études qui nous montrent que ça saigne un petit peu plus, que ça convulse un peu plus. Il y a une étude qui se distingue un peu, c'est celle-ci de 2013, et qui, sur une analyse de cohorte avec des analyses multivariées, rapporte quand même que depuis l'arrêt de la protéine dans leur institution, ils ont quand même observé une augmentation de la mortalité, probablement par l'altération de la complémence hémostatique, mais à ma connaissance, c'est la seule qui va dans ce sens. Alors c'est probablement ces études qui ont imposé ou qui ont incité les autorités, les mêmes qui avaient décidé d'arrêter le médicament, ou les mêmes qui avaient dit qu'il fallait donc arrêter cette aprotinine, à revenir sur leur indication, avec, vous voyez, une indication extrêmement limitée au pontage aorto-coronaire isolé. Et vous voyez pourquoi je vous ai bien précisé tout à l'heure, c'est que toutes les études avant et après, ou les grosses études que je vous ai montrées, se sont tous intéressés à de la chirurgie, à haut risque hémorragique, et le plus souvent, rédux, combiné, etc. Et c'est pour ça qu'on a mené un travail qui n'est pas encore publié avec Sophie, Julien, Bertrand Rozek et donc également Bordeaux, où on a regardé finalement, puisque l'AMM, si on obtient l'AMM de l'acide de la protéine, sera pour le pontage isolé. Donc qu'est-ce qu'il en est de ces études avant-après, uniquement pour ces pontages isolés? Donc on a repris de façon individuelle pour la majorité de ces patients. Il y a quelques patients qui ont été analysés sans que ces patients aient été inclus dans des études publiées, mais elles sont au moins publiées sous forme d'abstract. Donc vous avez l'ensemble des références ici. Et donc grâce à la motivation et la collaboration de tous ces collègues, on a récupéré, vous voyez, plus de 2400 patients, où on a pris la groupe aprotinine, donc de 2003 à 2008, 1260 patients, 2007-2013, 1229 patients, avec comme hypothèse que la protéine devrait diminuer le saignement, une nouvelle fois, chez le patient opéré d'un pontage aorto-coronaire isolé. Vous avez ici la population des patients, globalement ceux du patient tout à fait classique de chirurgie cardiaque.
Et vous avez ici la haute colle. Effectivement, la protéinine était associée à une réduction du saignement. La valeur moyenne de saignement de réduction est de l'ordre de 160 ml. Et on n'a pas observé ici de diminution significative de la transfusion. La réexploration était comparable dans les deux groupes. Nous n'avons pas observé de recours à l'épuration extra-rénale, même elle était augmentée dans le groupe acide tranexamique. On peut imaginer que c'est probablement une faute, pas de chance de tomber comme ça, parce que je ne vois pas pourquoi ça donnerait ça. Pas de différence de mortalité malgré l'effectif, donc relativement important de patients, et vous voyez que la durée de séjour était comparable. Maintenant, si on regarde dans le pontage isolé, mais qu'on s'intéresse à des patients traités par aspirine, ou alors des patients traités par la bithérapie antiplaquettaire ou autre chose que de l'aspirine seule, on retrouve la diminution, ce qu'on ne retrouve pas lorsque le patient n'est pas traité par de l'aspirine. Si on s'intéresse à la troponine, rappelle à l'étude d'image cette fameuse crise de foyer de 98 qui avait donc débuté et qui avait été à l'initiative de la séparation entre la protéine et la chirurgicale. Vous voyez que si on dit que la troponine peut refléter éventuellement la thrombose des pontages veineux, il n'y avait pas de différence à H24. Et pour la fonction rénale, eh bien, effectivement, on retrouve une petite ascension de la fonction rénale, de la créate, qui n'est pas observée dans le groupe acide tranexamique. Donc en conclusion, Moi, j'ai été dans les temps. la protéine est une drogue qui a été efficace depuis 1987. Les études, les effets adverses ont été rapportés, mais il faut l'avouer, il faut être honnête. Les bénéfices, et même ceux qui ont voulu lui couper la tête, sont en train d'essayer de raccrocher les morceaux. Les bénéfices sont supérieurs aux risques. Le sevrage, ou en tout cas le retrait du marché, a été associé à une augmentation du saignement et l'utilisation des produits. L'Agence européenne du médicament recommande, et je ne l'ai pas mis parce que je crois que tu vas en parler, recommande aujourd'hui de lever la suspension depuis 2012. Ce médicament devrait être disponible en France, mais une nouvelle fois avec une utilisation limitée pour le pontage isolé. Et je vous ai montré que le pontage isolé traité par aspirine ou associé à d'autres médicaments, on voit que la protéine est associée à une diminution du saignement. Il y aura un registre dont j'aurai la chance de participer en tant que board de ce registre. Donc il y aura un registre, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous déciderez d'utiliser de la protéine, vous devrez remplir des données pour alimenter ce registre. Et puis si on demande que ça soit encore bien labellisé comme ça, cette utilisation, c'est pour éviter de nous faire le coup dans 10 ans de relever encore la licence de ce produit. Voilà, merci. Et je dirais quand même qu'il ne faut pas oublier qu'avant tout, c'est le chirurgien qui fait ça. Merci. On va enchaîner directement, je propose. Est-ce que c'est le même sujet finalement? Plus sous un autre angle. Donc, est-ce que justement la protéine va venir en France? Est-ce que c'est la résurrection de la protéine pour nos centres? Tu te reconnais, Alexandre? Je veux une photo de toi aussi. Il n'est pas responsable. Il y a une mise à mort qu'il a déjà décrite. La molécule qui est représentée, c'est effectivement la protéine. Et comme il l'a signalé, c'est un peu de redondant sans doute, mais cette mise à mort a été précédée, comme c'est souvent le cas en corridor, par quelques banderies qui avaient commencé donc en 2008 avec des études qui quand même alertaient sur le fait qu'il y avait une surmortalité. Donc ça commençait assez mal l'année 2008, puis effectivement ça s'est concrétisé par cette étude PART qui a achevé et qui a entraîné des décisions importantes. Alors Bayer était la firme qui commercialisait le produit sous le nom de Prasilol, qui a pris une décision simple, on met le produit à la poubelle. À partir de là, la FDA notamment, bon, vous ne lirez pas, mais en gros c'est pour dire que Bayer a accepté d'arrêter de commercialiser le produit. C'est en 2007, novembre 2007, comme tu l'as déjà dit, Alexandre. En France, l'AFSAPS prend la même décision, qui est en fait appuyée sur une recommandation qui était faite par l'agence européenne, qui disait qu'en gros, il fallait utiliser ces produits. Ça élargissait l'utilisation de la protéine, pas seulement sous forme de Prasilol, mais c'était aussi sous forme de code biologique. Vous savez, il y avait la protéine, on l'a retrouvée dans d'autres produits. Donc il disait qu'il ne faut plus l'utiliser, ça y est, on arrête tout.
Oui, mais assez vite, les Canadiens, pris de remords, je ne sais pas, je l'ai signalé, ils ont eu une interrogation. Alors, ils avaient une superbe étude, l'étude BAT, et d'un autre côté, un comité d'experts s'est assez vite réuni, puisque dès décembre 2008, ils s'interrogent sur l'étude elle-même. Et en s'interrogeant sur l'étude elle-même, ce qui a déjà été signalé précédemment, on trouvait qu'il y avait des éléments troublants, apparemment, dans les données de l'étude, des limites statistiques, des patients inclus retirés, enfin, des incertitudes. Partant de là, d'autres ont insisté, et puis un des éléments qui résume assez bien ça, c'est un éditorial qui a été publié récemment, qui reprenait finalement 8 limites sérieuses de l'étude BART. C'est pas rien, clairement énoncé avec des chiffres précis, 137 patients qui ont été exclus, on ne sait pas pourquoi, des reclassifications, etc. Je ne vais pas insister sur la méthodologie, mais il y avait 8 éléments qui semblaient un peu disqualifier cette étude. Du coup, effectivement, l'agence européenne qui s'était prononcée contre le produit a décidé, quelques temps après, de lever la suspension du produit. Et donc, ça a été suivi d'une proposition de redéveloppement de la molécule. Alors, Bayer a préféré donner le produit à Nordic, qui est allé chercher le produit là. Et on voit une multitude d'éditoriaux qui apparaissent en disant à la protéine, il est temps de recommencer. C'est récent, ça date de 2015, et puis Roy Houston, qui était quand même le pape de la protéine antérieurement, se reprononce et publie également un article de revue récemment. Alors qu'en est-il justement de cette réapparition, parce que c'est ça le sujet, ça va être extrêmement bref ce que je vais vous raconter, c'est où on en est de la réapparition de la protéine en Europe. Je ne sais pas ce qu'il en est sur outre-Atlantique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le produit n'a jamais complètement été interrompu dans certains pays. Par exemple, au Royaume-Uni, où il y avait une possibilité d'utiliser à titre compassionnel dans certains cas. C'était comme une sorte d'ATU. On pouvait demander d'avoir le produit, et pour certains patients, on pouvait l'obtenir. Et en Suède, il y avait une institution, c'est Karolinska, qui pouvait l'utiliser. Et eux ont continué d'utiliser, et maintenant, je pense qu'ils ont obtenu l'agrément pour une utilisation beaucoup plus large. Le produit a été réapprouvé dans d'autres pays européens, comme les Pays-Bas et l'Autriche. C'est actuellement en cours d'homologation ou fait en Allemagne, mais également en cours en Belgique. Ce qui est aussi en cours, c'est en discussion en France, où vous savez que les choses n'avancent pas forcément très vite, et pour l'instant on n'a pas l'AMM, et probablement ça viendra. Alors est-ce que toute l'Europe va être contaminée par cette nouvelle vague nouveau virus à protéine? Pas forcément. Alors peut-être qu'ils vont changer d'avis, mais l'Italie a eu un positionnement original historique. En fait, ce qui a motivé les Italiens de retirer la protéine est quelque chose de plus ancien. Je crois que c'est les seuls à l'avoir fait. Ils se sont effrayés du fait qu'en 1998, vous savez, c'était la crise de la vache folle un peu partout en Europe. Comme c'est un produit, on vous l'a rappelé, issu du poumon de bœuf, ils se sont dit, on ne va pas utiliser ce produit qui est susceptible de contaminer nos patients. Et en fait, ils ont eu une grosse expérience, plus que les autres pays européens ou ailleurs, de la non-utilisation de la protéine. Et un des leaders d'opinion en termes de transfusion, de saignement au niveau européen, au niveau mondial, c'est quand même Marco Ricci. Il a rapporté récemment, c'est un travail publié en 2009, sur 5 ans de non-utilisation de la protéine, en disant mais qu'est-ce qui se passe, ce qui a été évoqué par Alexandre précédemment, est-ce que c'est si grave? En fait, ce qu'il montre, ce qu'il cherche à montrer, et ce qu'il dit bien dans son article, c'est pas tellement le fait d'avoir ou pas de la protéine, c'est pas un article contre l'utilisation de la protéine. Ce qu'il veut démontrer, c'est que avec le temps, là, vous avez des consommations
produits sanguins, je pense, et en fonction du temps, de 2001 jusqu'à 2007, où on voit qu'en fait, ce qui a fait progresser donc, la réduction de l'utilisation des produits sanguins et le saignement, c'est surtout une stratégie plus organisée, où ils associent, vous ne pouvez pas lire, mais du priming de celle-ci, de bas volume, d'utilisation d'acide tranexamique, de faire de la chirurgie mini-invasive, d'utiliser de la biologie délocalisée. Puis pour eux, c'est le cumul, cette progression dans une stratégie, et ça rappelle la nécessité d'avoir des protocoles d'épargne transfusionnelle qui incluent peut-être l'utilisation d'un protéine d'acide tranexamique, mais on ne peut pas se limiter à l'utilisation d'un produit. On a évoqué beaucoup dans ce congrès la Magic Bullet. On sait que ça n'existe pas, c'est un fantasme, et il faudra rester sur cette optique. Alors néanmoins, les auteurs de l'étude BART ne sont pas restés passifs par rapport à l'agression dont ils étaient victimes, finalement, parce qu'on les accusait d'avoir fait une étude assez mauvaise. Donc ils ont publié très récemment, enfin non pas si récemment, ça, en décembre 2014, dans une revue d'association médicale canadienne, un article pour dire, mais tous ces points-là qui ont été évoqués, les 8 limites, ben, on peut vous montrer que c'est faux. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, rien n'est vrai. Finalement, je ne sais pas ce qu'il faut conclure complètement vis-à-vis de l'étude BART. Certainement, il y a des choses qu'il faut entendre et d'autres qu'il ne faut pas entendre. Certainement, il faut reconsidérer l'utilisation du produit. Et peut-être qu'un peu à l'instar de la série célèbre de la télévision, l'étude BART aura peut-être encore des épisodes à suivre. Alors, qu'est-ce qui va en devenir? Il est certain que s'il y a un agrément qui est obtenu dans une utilisation en France, ce sera dans le cadre de la recommandation de l'agence européenne, à savoir, comme l'a dit Alexandre, ce sera la chirurgie du pontage coronaire isolé. Avec un élément supplémentaire, c'est le patient à haut risque. Alors qu'est-ce que c'est le patient à haut risque? Non, ce n'est pas le patient qui a une chirurgie coronaire avec une valve double valve plus coronaire. Ce sont des facteurs qui altèrent la coagulation, la double anti-agrégation plaquettaire. Je ne vais pas vous lire l'ensemble des éléments, les dysfonctions plaquettaires, les plaquettes en nombre limité avant la chirurgie, etc. Donc voilà ce qui peut être dit à l'heure actuelle. Je pense que de toute façon, le produit va finir par arriver en France, mais ce sera dans un contexte très précis. Et j'irai un petit peu plus loin sur le fait qu'il faut que ce soit suivi d'un registre. Et c'est très bien qu'Alexandre soit coordonnateur, mais ce sera encore mieux que ce soit Arthur Thomas qui puisse coordonner ce registre. Et je plaiderai à ça. Merci. Bien, merci. L'étude de BART, elle a été interrompue. Non, non. Il faut quand même le rappeler. Dire que il y a un comité qui on arrête parce que c'est grave pour la protéine. On peut trouver toutes les raisons ici inimaginables pour exprimer moi, c'est la même chose, c'est un peu grave. Tout à fait. Je pense qu'il faut rappeler que c'est pas une difficulté. Peut-être ce qu'on leur a reproché, on ne sait pas, c'est de ne pas avoir poursuivi jusqu'au bout. C'est une bonne remarque. Pour répondre à la critique, je ne sais pas du tout répondre. Moi, on a 98 patients de Nice, je perds de Nice qui sont en plein feu, qui étaient extrêmement sérieux, qui étaient des conséquences. On avait à remplir un dossier, on avait à adresser les ECG à la 6e heure, 12e heure, J2, J4, J5, à adresser. On a adressé des tubes comme Sanskrit, dans le service. Bon, congelé, et toutes les 3 semaines, ça passe un peu aux États-Unis. Je pense que, et dernière chose que je peux dire, il y a des gens qui ont participé, moi malheureusement, je n'ai pas pu parce que on avait la possibilité d'avoir l'ensemble des données, et actuellement, même si on peut en voir l'ensemble des données. Je pense qu'on ne peut pas reprocher à l'étude. Non, mais c'était pour provoquer non, mais, un peu. Après, quand je pense que tu as reçu, tu savais que c'était pour évaluer la protéine et son impact sur la mortalité. Voilà, c'est ça. Non, mais pas du tout. Ça. Donc c'était, ok, on fait une photo de ce qui va se passer. Voilà, c'est ça. Avec tous les défauts. Oui, bien sûr. Après la manipulation des données, il y a de nombreux liens, et encore des Oui, il continue, il a fait un truc à 5 ans, etc. Tout à fait.
Bonjour Philippe Bouzard. Bon, je fais partie aussi du Roy Stoneman de ces années-là. Effectivement, on a constaté que du jour au lendemain, il y avait des cailloux immédiatement. Nous, on utilisait à Nantes pour les dissections et les endocardites, c'est-à-dire qu'on avait suspecté que c'était quand même utile, mais qu'il n'y avait pas forcément besoin de l'utiliser pour autre chose. Juste, je ne comprends rien sur l'histoire des pontages coronaires, puisque effectivement la protéine, c'était utilisé en dehors de la chirurgie cardiaque, dans de la chirurgie extrêmement hémorragique. Donc je ne comprends pas comment la société canadienne s'est rebranchée sur les coronaires. Je vous rappelle juste une petite histoire de statistique, ça me rappelle juste les histoires de controverses. Il faudra qu'on relise le débat entre Fisher, qui est quand même une sorte de statisticien des années 50, et Bradford Hill, qui est un épidémiologiste. Donc je vous rapporte que c'est des personnes extrêmement importante dans les débats sur les statistiques. C'est exactement les mêmes débats autour du tabac qu'il y a eu dans les années 50. Vous changez la protéinide, vous mettez tabac, c'est la même chose. Donc sous prétexte que les études statistiques sont foireuses, juste on est en train de reprendre, on est en train de vouloir peut-être réintroduire sur le marché un truc qui effectivement est peut-être dangereux quand même. Donc c'est assez marrant cette histoire de débat statistique, il faudra en faire une histoire. Bon, en tout cas sur les pontages, moi je comprends pas. Ouais, moi non plus. Moi non plus. Je pense que je comprends pas. Je suis surpris qu'il limite à cette indication. Moi, ce que j'ai dit quand on a discuté avec Nordic, pour qui je vous ai dit je suis consultant, j'ai dit c'est sûr, c'est certain. Dès que vous allez avoir de la protéine dans les institutions, obligatoirement, il va être utilisé pour autre chose. Le problème, c'est que c'est l'indication initiale. C'est l'AMM initiale, la chirurgie coronaire. Oui, on l'avait élargi, mais on l'avait tous élargi, mais... Tu es sorti de l'AMM. Voilà. Je crois que l'AMM avait été revue, en fait. Il y avait l'AMM initiale, parce qu'avant, c'était l'aspirine. C'est l'époque, en fait, où on arrêtait plus l'aspirine et qu'on s'est aperçu que c'était dangereux. Donc on a réintroduit l'aspirine en pré-coronaire, et là on a vu, merde, ça saigne, donc la protéine. Et après on a élargi, et souviens-toi, l'AMM, c'était dissection aortique, endocardite, chirurgie à risque. Le nombre de patients, le type de patients a augmenté. L'AMM après, et ça, c'est génial. On peut rentrer dans toute autre considération quand même. On parle du saignement, et c'est pas seulement. Regardez, c'est les solutions complémentaires, enfin, c'est dans le sens. Il y a la deuxième chose aussi, je veux dire, voilà, je ne vais pas dire un jeu, ça me gêne, mais j'étais à un essai à regarder les pertes d'hémoglobine. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez des 600 cc, vous avez, avec la cidraxamine et avec la protéine, dans le cas de l'hémoglobine, on a travaillé ça, bien, on est le taux d'hémoglobine dans l'hémoglobinage, à la première heure, à la sixième heure, à la deuxième heure, à la deuxième heure, et à la version des trains, il y en avait des pertes d'hémoglobine qui étaient pas. Et c'est là où on a vu que, entre la protéine et la cidraxamine, tous les patients sous aspirine, la protéine ça s'est moins, mais en perte d'hémoglobine, c'était la même chose, et en effet transfusionnel, c'était exactement la même chose. Et moi, je voudrais, pour terminer, il faut donner la parole aux autres quand même, Christian. Je trouve que c'est vraiment dommage si la protéine revient, c'est sur les facteurs historiques, c'est au niveau des dissections, on a besoin, au niveau des patients qui sont opérés en sepsis parce qu'ils ont endocardites, là, je pense que... Des questions, des commentaires? Oui, Bertrand? Peut-être que pour les pontages, on peut imaginer que maintenant, l'administration de certains nouveaux anti-agrégants en double anti-agrégation, ça va peut-être relancer l'intérêt sur les pontages en urgence, des fameux patients à risque, peut-être effectivement, là, on va trouver quelque chose qui est un peu intéressant. Mais c'est vrai qu'on aura plus tendance à se... C'est ce qui est évoqué dans l'agence, les signal des nouveaux anticoagulants en gros, et des nouveaux anti-agrégants. Je crois que ce soit une histoire de vote. C'est ce que tu disais, Pascal, pas tant le risque de la chirurgie, mais le risque du patient. Et moi, je trouve ça très intéressant parce qu'on va peut-être pouvoir reprendre l'histoire de la navette arrêtée, et Alexandre, notamment en tête, puisque vous avez signé un papier, avait montré que grâce à la protéine, on pouvait envisager la chirurgie coronaire, notamment, sans arrêter l'association aspirine-glamix. Et lorsque la protéine a disparu, on a quand même fait complètement tous machine arrière. C'est-à-dire qu'on a adapté le traitement antiplaquettaire des patients à notre pratique et non plus notre pratique aux patients. Et on ne sait pas si on fait bien en faisant ça. Donc avec en plus l'avènement de tous les nouveaux agents antiplaquettaires, il y a peut-être tout un travail à reprendre
on a juste perdu quelques années. Il y a tout un travail à reprendre pour savoir si ces maladies-là peuvent être opérées sans toucher alors traitement anti-allergène. Ça me paraît quand même une piste intéressante. Alors, faire attention, c'est que dans le papier de l'European Heart Journal de 2007 qu'on avait publié, c'était que du clopidogrel. Et donc, c'est vrai que ce qui nous avait été reproché par les reviewers, c'est qu'on n'avait pas fait de test d'agrégation avant. On n'avait pas fait de test d'inhibition. Ben, comment c'est? Non, mais ce que vous avez reproché, vous avez dit, c'est pas parce qu'on mange du clopidogrel qu'on est obligatoirement dans le groupe aspirine plus clopidogrel. On avait fait 2 groupes, un groupe aspirine plus clopidogrel. Et c'est vrai que maintenant, on avait fait un peu de platelet mapping avec le TEG, etc. Et on s'était rendu compte, et c'était a posteriori sur d'autres patients, qu'il y avait certains patients qui mangeaient du clopidogrel, mais qui n'étaient pas du tout inhibés. Donc il n'est pas sûr que dans le groupe, c'est pour ça que je veux dire, si on refait les choses, il faudra peut-être avoir des tests pour s'assurer que le patient, alors maintenant avec le prasugrel et les autres, ça bloque un peu mieux, mais avec le Plavix, on n'était pas sûr que le groupe Plavix avait vraiment l'inhibition au taquet. D'autres questions? Qui, si demain reçoit la possibilité de racheter ou de commander de la protéine, en prend? Sur cette indication-là. Non, toute indication convenue. Toute indication confondue. Et qui limitera au pontage? Qui mentira et en fera pour les dissections, les rédux, les tridux? D'accord. Ça reste entre nous. Il y a une grosse réserve quand même sur l'utilisation, sur les dissections, enfin, pour peu qu'on fasse de la récirculatoire, des choses comme ça. Il y a quand même une vraie réserve, même sur la requalification actuelle. Alors, je ne sais pas où ça en est précisément avec Nordic, mais... Le problème, c'est haute dose ou faible dose. Non, mais sur l'obligation, oui ou non, c'est pas haute dose ou faible dose. Ils disent que sur la dissection, non, mais peut-être ton point de vue, pas sur ce qui est recommandé. C'est simplement ce que je vous dis. Voilà, il y a quand même une grande proportion de patients de collègues dans la pièce qui n'ont pas levé le vote quand on a dit est-ce que vous allez reprendre de la protéine Moi, je n'ai pas levé, mais je pense que je vais prendre le temps. J'ai connu l'époque Roston, évidemment. L'argument de l'italien, il est nickel, quoi. Ça fait 5 ans qu'on en a plus, c'est bon. Est-ce que les gens qui ont des dissections et des endocardites meurent plus qu'il y a 10 ans? Bah non, mais la mortalité, c'est pas forcément le critère pertinent de jugement. Est-ce qu'on saigne plus? Je ne suis pas certain. Les chirurgies ont changé. Il y a 25 ans, c'était l'hypothermie, encore CEC. Je veux dire, les chirurgies ont changé, les techniques ont changé. Il y a tellement de choses qui ont changé. Peut-être qu'on court encore un risque. C'est un débat, je te dis, ça me rappelle le tabac et les statisticiens. C'est un débat qui est terminé, quoi. Après, attention, je ne suis pas dogmatique. On avait quand même, nous, sur l'étude qu'on a fait avec Sophie et Bertrand. On ne l'interdit pas, et lui, il est de temps en temps un peu dangereux. Ouais. Enfin, je pense qu'il ne faut pas le mettre sur le même... voilà. Mais on a quand même une réduction sur 600 et quelques millilitres, on avait une réduction moyenne de 160, donc quand même 20% de saignement, mais bon, voilà. Comment? Il n'y avait pas moins de transfusion, je vous l'ai montré les données. Hein. On n'a pas retrouvé d'effet, même si le patient a la bithérapie antiplaquettaire, etc. Mais par contre, on a trouvé un effet sur le saignement, ça c'est vrai. C'est vrai qu'entre le moment où la protéine a été interdite, les chirurgiens avaient, je ne sais pas, il y a peut-être des chirurgiens dans la salle, mettaient peut-être un peu moins de temps pour faire l'hémostase, parce qu'il faut reconnaître que c'était assez extraordinaire. On n'a pas été surpris que ça bouche les montages, parce qu'il faut reconnaître que c'était assez extraordinaire. Donc à un moment donné, ils se sont retrouvés, ça saigne aujourd'hui, là, il n'y a plus de protéine. Donc après, on a repris un peu. Est-ce qu'il y a une dernière question, il y a un commentaire? Pascal, alors, parce qu'il y a eu aussi à l'époque une réflexion et quelques études sur Ruston, Ruston, c'est pas la chose, finalement, la meilleure du schéma d'administration. Je crois que ça va apporter. Moi, j'ai pas d'opinion là-dessus, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des spécialistes sur la dose. On va reprendre les études. À Nantes, on avait fait la comparaison en fait aussi, le Royston versus le Denis, c'était Royston, on ne plus